Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, il est déjà 14h, bientôt 4 minutes. Alors encore une fois, l'espace où se rencontrent tous les littérateurs d'ici et d'ailleurs. C'est bien le Café de la Troie qui garde toujours une place de libre pour vous tous les jeudis de 14 à 16h pour bien sûr parler de théâtre, de cinéma, de poésie, de bande dessinée et même de musique. Eh bien, justement, aujourd'hui, cet après-midi, hommage au maître incontesté et incontestable du Chaabi, le Hajj Mohamed Al-Anqa, bien sûr, de Maknassia en passant par le Baz jusqu'à Subhanallah Yaltif. 47 ans après sa disparition, quelle trace a laissé le cardinal sur le Chaabi? Peut-on parler d'un style, d'une mouvance ou d'une école? El Hajj Mohamed Al-Anqa au Panthéon patrimonial de la chanson Chaabi, publié aux éditions Enag, 400 pages pour être plus près du maître, un véritable focus sur son répertoire et sur ses dettes au Café de la Troie. Et la passion de notre invité n'a d'égal que son souci de sauvegarder, de communiquer l'information culturelle et artistique afin que nul n'oublie que des hommes et des femmes, sans démagogie aucune, de ce grand pays ont contribué à la valorisation, à la détermination de notre culture durant des siècles. Abdelkader Ben Damache, bonjour. Bonjour. Et puis, merci d'être avec nous aujourd'hui au Café de la Troie. Et puis c'est à moi de vous remercier. Et puis, quel beau livre, encore une fois, Abdelkader Ben Damache. Ouais. Toujours dans cette quête mémorielle, je le disais, depuis de longues années. Tout le temps, Il y a des livres qui ont marqué réellement le grand curieux que je suis. Je vais en citer quelques-uns parce que vous en avez quand même écrit une trentaine à peu près. Un peu plus. Quand on aime, on ne compte pas. Abdelkader Ben Damache. Mahboubati, un artiste de légende paru aux éditions Enag, mais également Cheikh Al-Hajj Abdelkarim Dali, une vie, une œuvre également aux éditions Enag. Il faudrait juste leur dire qu'il faudrait envoyer les ouvrages aux animateurs. Il faut le dire maintenant. Exactement, en direct. Eh bien, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui au Café de la Troie. Nous avons également le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous El Hadi Al-Anqa. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Écoutez, nous en avons connu des aventures, vous et moi, à la télévision, mais également à la radio. Oui. Et cela ne nous rajeunit guère. En effet. Merci d'être avec nous, El Hadi Al-Anqa, mais également nous parlerons cette fois-ci d'édition et d'art avec notre troisième invité. Il s'agit de Omar Meziani. Bonjour. Bonjour. Comment je dois vous présenter? D'abord plasticien et puis directeur des éditions Hélium. Moi, comme un être humain, ça. Voilà, un grand curieux des questions culturelles et humaines, il faut le dire. On essaie de faire des choses. Les retombées de l'organisation de la 27e édition du Salon international du livre, nous l'avons entre les mains, avec vous bien sûr, Omar Meziani, entre autres les 101 jours de Konya, je le rappelle encore une fois. Nous avons aussi également des réflexions sur le design, issu de l'école des beaux-arts de Hallal Zoubir, mais également les arts contemporains algériens, une réalité ou un simple exercice de style, un grand point d'interrogation. Du coup, vous revisitez et vous analysez cette 2 décennies pratiquement. C'est une étude de Jawdet Gessouma plutôt. Qui sera bien sûr des nôtres bientôt. Qui a travaillé sur une décennie d'activités culturelles. Une véritable analyse. Oui, il a fait un travail en profondeur. Et qu'en est-il réellement de l'analyse et surtout de la restitution de cette mémoire contemporaine plastique? Il y a des maisons d'édition qui existent pas, qui se sont spécialisées peut-être dans les beaux livres comme Zaki Bouzid, vous devez certainement connaître, qui est réellement dans l'excellence en matière d'édition. Mais tout dépend de la ligne directoriale de l'éditeur, donc là où il peut s'arrêter, là où il peut aller. Oui, quelle est réellement la ligne éditoriale de Hélium Édition? Eh bien, nous vous poserons cette question et bien d'autres tout le long de l'émission d'aujourd'hui parce que vous êtes avec nous jusqu'à 14h au Café de la Troie. Rebonjour, Abdelkader Ben Damache. 15h. Jusqu'à 15h. Pourquoi 15h? Alors, je disais 16h. Alors, Abdelkader Ben Damache, dites-moi d'abord, en premier lieu, ça vous fait quoi de revenir habiter et surtout alimenter les programmes de la chaîne 3? Une chaîne qui vous a vu grandir entre parenthèses et que vous avez dû quitter à un moment donné. Cette absence, vous l'avez sentie ou pas du tout? J'ai fait 20 années de Maya Hossein. Ouais. Et je quelle aventure que le soir, uniquement. Le soir. Si bien que quand je venais comme ça dans la journée, j'étais perdu. Je disais bonsoir ou bonjour. Et j'ai entendu dire, est-ce vrai, est-ce faux? C'était un technicien qui nous a malheureusement quittés. Oui. Il s'agit de monsieur Kaya. Oui. Vous devez certainement, vous avez travaillé avec, beaucoup même. Exactement, c'était à la rue Hoche. Elle est de Boufarik, là. Exactement. Donc, il paraît que Ben Damache ne préparait pas grand chose. Il écrivait toujours bonsoir.
Pour commencer. Madame, monsieur, bonsoir. Ça, il fallait l'écrire. Hein. Et si je n'avais pas ce mot devant moi, j'étais complètement perdu. Je ne sais plus parler, je fais des fautes. À ce point, Abdelkader Ben Damache. Maintenant, non, maintenant, là, je peux dire n'importe quoi. Vous avez traversé le siècle, il faut le dire. Donc, je me suis arrêté pendant 20 ans. Pourquoi? C'est pour me consacrer au livre. Voilà, maintenant c'est. Et vous en avez commis des ouvrages. C'est chose faite, ça fait 20 ans. Oui. Donc je prends comme ça des 20. Et la prochaine 20 ans. Vingtaine va donner naissance à d'autres ouvrages, Abdelkader Ben Damache. Certainement. Dites-moi, est-ce Maya Ouassine qui a donné naissance à tous ces ouvrages-là, ou est-ce le contraire? Non, c'est Maya Ouassine, c'est vrai, c'est la chaîne 3 qui m'a permis de faire tout ça. Voilà. Oui. J'ai explosé à un moment donné à la radio et aussi dans les livres, parce que pour sortir un livre par an ou un livre tous les 2 ans, il faut le faire. Parce qu'il y a des recherches. On a un éditeur ici, il peut en parler. Alors oui, donc j'étais comme ça, donc j'étais un véritable passionné. Je n'avais ni les nuits, ni les journées, ni les vacances, ni les week-ends, ni rien du tout. Tout ça était consacré uniquement au livre et au livre uniquement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est en compagnie du Highlander de la culture. Hein. Absolument. Oui. Plus de 50 ans de votre vie donnée, bien sûr, à la radio, entre la radio et puis certaines responsabilités, autres responsabilités, au niveau des institutions, bien sûr, culturelles. Beaucoup, oui, au ministère de la Culture pendant de longues années. D'ailleurs, je fais partie des anciens, des vieux. Un vrai dinosaure aujourd'hui avec nous, Abdelkader Ben Damache. On revient à votre actualité à 14h10. Abdelkader Ben Damache, Cheikh El Hadj, je le rappelle, Mohamed El Anqa, au Panthéon patrimonial de la chanson Chabi, je le rappelle, aux éditions donc ENAG. Moi, je me pose réellement cette question pour démarrer et rentrer directement dans le vif du sujet. Qui a réellement écrit cet ouvrage? Est-ce le chercheur, le chanteur, l'auteur ou le mawlou du maître que vous êtes? Non, c'est tout ça ensemble. D'accord. Tout ça ensemble. Et puis ça fait longtemps que je pensais à Hajj Mohamed El Anqa, puisque c'est lui, il donc il y a toujours un maître au-dessus de nous, c'est l'Anqa dans le domaine du Chabi. On aura peut-être le temps d'expliquer tout ça, parce que c'est lui qui a façonné le Chabi que nous connaissons aujourd'hui. Quelles que soient les ramifications qui ont intervenu depuis quelques années. Ça a commencé avec Hajj Mrizaq et puis Hajj Mnour et tous les autres jusqu'à maintenant, ce sont des élèves directs ou indirects de Hajj Mohamed El Anqa. Il a dit d'ailleurs lui-même. Et nous avons la chance d'avoir ici son fils, Hadi El Anqa, qui est là comme dans une forme de transmission et surtout de gardien de l'héritage. Si je me trompe, il corrige tout de suite. Ben justement, c'est réellement posé la question en début d'émission, le Hadi El Anqa, rebonjour. Rebonjour. Le Hajj Mohamed El Anqa, 47 ans depuis sa disparition aujourd'hui, il a été surnommé le cardinal de la chanson algérienne. Donc 47 ans depuis sa disparition, comment est-ce qu'on peut approcher son style, son genre? Est-ce qu'il était dans un style, dans un genre, ou est-ce que aujourd'hui c'est une véritable école? Non, c'est une véritable école, c'est un innovateur, il a innové cette musique, parce qu'avant lui, le Chabi n'était pas comme ça, n'était pas comme ça du tout. Donc il a relooké de fond en comble, il a relooké de A à Z, et c'est devenu un style qui est aujourd'hui enseigné dans les conservatoires et avec tous ses règles, et c'est un style proprement algérien, voilà. D'abord c'était un style et puis avec le temps c'est devenu une véritable école. Hein. Oui, c'est une école. Une école dont j'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années à la tradition de Hajj Mohamed El Anqa. Donc voilà, je confie. Sans déroger à aucune règle. Hein. Non, il a ses règles, il a ses propres règles à lui, qui se rapprochent beaucoup de la musique andalouse, de la musique classique, mais c'est du Chabi, il y a toujours des petites différences. D'accord, mais comment peut-on réellement aujourd'hui définir l'esprit ou l'école Anqawiya? Comment la définir? La définir par sa façon de faire, sa façon de faire. C'est-à-dire, c'est un peu, si je pourrais m'étaler, parce que... Allez-y, c'est votre émission. Hein. C'est un peu technique. Allez-y. On trouve toujours des différences entre la musique classique. L'Anqa a puisé sur la musique classique, c'est vrai, il a puisé sur les modes, les rythmes, etc. Mais il a fait son œuvre à lui, il a innové cette œuvre, il a créé cette œuvre qui aujourd'hui, elle a ses règles et sa façon de faire.
Et on la reconnaît. Qui a en fait son identité. Exact, on reconnaît exact. la chanson Shabi Lyoum, c'est l'Anqa qui a. Le résultat qui est aujourd'hui, c'est celui de l'Anqa. C'est ça, en effet. On a également organisé, vous avez organisé à plusieurs reprises le festival du Shabi sur l'ensemble du territoire national. Et bientôt, on va faire la 14e édition qui aura lieu, Inch'Allah, du 20 au 23 mars. Et aujourd'hui, pendant le mois béni du Ramadan. Cet après-midi, on commence les masterclass. Aujourd'hui, pour les finalistes de ce festival. Donc, on a préféré cette fois-ci mettre en valeur la formation et la communication des connaissances dans ce domaine-là. Et puis, en hommage à Al-Hajj Mohamed Lanqa. On a parlé de genre, on a parlé de style, on a parlé d'une véritable école, et vous parliez à l'instant, Abdelkader Mdamache, de masterclass. Aujourd'hui, comment pour la jeune génération, comment est-ce qu'elle a réellement innové, porté l'esprit de l'Anqa? Parce qu'on a souvent été critique lors de ces festivals en disant ce sont des imitateurs de Al-Hajj Mohamed Lanqa. Non, maintenant c'est différent. C'est différent. D'ailleurs, de son vivant, il y avait des gens qui étaient élèves de l'Anqa direct et qui ont pas changé de style. Ils ont pris la quintessence de ce qu'est Al-Hajj Mohamed Lanqa. Et ils ont volé d'abord, c'est ce que disait l'Anqa à l'époque. Il disait, moi je ne suis qu'un chanteur. Ne faites pas comme moi, il a dit à l'époque. S'il y a quelqu'un, faites vous-même votre personnalité. Et d'autres l'ont fait. Et les exemples sont là. Amar Lachab, Hassan Saïd, qui sont tout à fait différents. Cheikh Abdelkader, qui est tout à fait différent. Mais qui n'ont pas atteint la notoriété du maître. Des élèves qui n'ont malheureusement pas dépassé. Personne n'a atteint. Pourquoi? Parce que personne n'a innové. On devient grand maître comme ça, l'histoire retient votre nom quand vous apportez quelque chose. Al-Hajj Mohamed Lanqa a apporté dans l'instrument, dans le monde, il a apporté dans les modes de base de la musique andalouse qu'il a introduit avec bonheur d'ailleurs. Ça n'a pas plu au départ, mais après c'est il a créé un mode tout seul qui s'appelle le Sahli. Il a introduit Drbouka qui existait avant chez Mustafa Nadour, mais qui n'a pas été utilisé dans l'orchestre. Il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé tout. Il a inventé l'atmosphère d'un Shabi. Il a inventé aussi la classification d'une soirée musicale Shabi. On commence par la touchia, qui est un mode, plutôt un genre musique andalouse. Et puis il a continué. On continue par l'Insraf. On va y revenir, ne vous en faites pas. Al-Hajj Mohamed Lanqa au Panthéon patrimonial, je le rappelle, de la chanson Shabi. Et voici venir l'Hammam qui survole les 88.4, 89.2 FM. Cheikh El-Hajj Mohamed Lanqa au Panthéon, patrimoine de la chanson Shabi aux éditions ENAC, je le rappelle pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, éclectique dans ses goûts musicaux et littéraires. Cheikh, bien sûr, était également poète et parolier. Il faut également le rappeler, Abdelkader Mdamache. Il a démontré plus d'une fois en produisant des textes qui étaient très bien accueillis par le public, qu'il le recevait en concert ou en prestation familiale, et sont également sous des thèmes sur lesquels il s'est penché sérieusement, qui sont devenus de véritables poèmes chantés encore, enregistré sur des 78 tours. Vous dites dans votre ouvrage, ce moyen de diffusion musicale était pour le moins révolutionnaire étant donné la situation sociale précaire que traversait l'Algérie. Vous disiez dans votre ouvrage, entre autres, Abdelkader Mdamache, que le maître était en avance sur son temps. C'était l'élève de Nadour, Cheikh Nadour, de Sidi Ali Ben Sari, de Ben Zekri. Pardon? Sidi Ali. Ah, qu'est-ce que je dis je parlais de Nadour, je parlais de Ben Sari, mais également de Ben Zekri. Pas de Ben Sari. Ben Sari était à Tlemcen. Ah d'accord, mais je veux dire que tu étais dans une forme de dialogue et d'échange musical. Abdelrahman Saïdi, par exemple, qui a été Sidi Ali Oulid Lekhal, qui était au mausolée de Sidi Abdelrahman. Donc ce sont ces Hadoum. Septi également, ce sont des gens qui l'ont aidé plus ou moins, mais les plus forts c'était Mustafa Nadour. Mais dans son innovation, Al-Hajj Lanqa, il faut également dire qu'il a beaucoup dérangé. Il a même été critiqué par ses maîtres. Oui, et ça n'a pas été accepté aussi. De son temps, ça n'a pas été accepté. C'était quelque chose de nouveau et il y avait les traditionnalistes, les gardiens du temple. Les gardiens du temple, donc ils n'ont pas aimé tout ça, et lui il était jeune et tout, donc il a été un peu persécuté de tout part. Par ses propres maîtres d'abord. Oui, les propres maîtres, ils étaient au-dessus de tout ça, mais il y avait des gens qui étaient contre, parce que la musique classique,
elle dominait à l'époque, il y avait que ça. Oui. Donc pour eux, un jeune comme ça qui leur vient avec un nouveau style, ça n'a pas été accepté. Mais lui, il avait une force de caractère, une force de caractère inébranlable. Inébranlable. Est-ce que ça l'a réellement touché, toutes ces critiques justement, lui... Là, nous parlons des années 40 et des années 50. Hein. Il disait toujours, ne faites pas attention aux critiques. Quand on est un homme public et quand on est sous les feux de la rampe, il ne faut pas faire attention à ce que disent les gens. Pourvu qu'on a la conscience de faire bien et continue ta route. L'Ahdel Anqa, vous êtes aujourd'hui détenteur d'un patrimoine qui a traversé le siècle. De quelle façon le sauvegarder? Est-ce qu'on le chantant, est-ce qu'en écrivant ou en dialoguant avec des auteurs, mais également des chercheurs? Écoutez, j'essaie de faire tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Voilà, ainsi a commencé l'aventure. Hein. Moi, j'ai toujours pensé un jour commencer. Et puis j'avais peur à l'époque. Un monument comme ça. S'attaquer à un monstre sacré. Je ne suis pas d'Alger, je viens de Stralem, tout ça, que vont dire les autres. Donc j'étais toujours handicapé par rapport à ça. Vous avez eu cette crainte? Cette crainte, oui. Ouais. Pourquoi cette crainte? C'est de ne pas être à la hauteur? Oui, c'est ça, de ne pas être à la hauteur de la dimension de ce grand monsieur. C'est pas chose aisée. Donc, et puis on discute, à chaque fois qu'on se rencontre, on discute de ça, de tout et de rien. Et puis à un moment donné, il me dit, toi, tu as parlé de tous les autres et notre cheikh, mon père. Ouais. mais ça a été l'une de mes questions il y a quelques années en direction de Abdelkader Ben Damache, en me disant aujourd'hui il y a un seul livre qui a été écrit sur le maître, celui de Rabah Saadan, qu'il repose en paix, journaliste sportif, il faut également le rappeler, il avait une façon assez particulière d'interviewer les boxeurs. Les grands boxeurs. Exactement. Vous devez certainement vous rappeler de ça. Bien sûr, c'était mon ami. Et puis il était proche de l'Hajj Mohamed Lanqa également. Oui. Voilà. Alors comment vous avez travaillé? Comment vous êtes arrivé justement à réaliser ce bel ouvrage, 400 pages? Vous avez travaillé sur des archives, sur des articles, sur des témoignages vivants, entre autres avec ses enfants, Abdelkader Ben Damache. Quand on traite d'un ouvrage comme ça, on commence à le faire, il y a tous les ingrédients comme ça qui sont en face de nous. Il y a les témoignages d'abord, il y a la famille, il y a également les documentaires qui ont été faits avant, la radio, les émissions, les enregistrements, ces témoignages à lui, parce qu'il a fait plusieurs témoignages, plusieurs interviews qui sont enregistrées aujourd'hui, qui font partie du patrimoine de l'Anqa aujourd'hui. Donc moi je me suis, dès que j'ai versé dans cela, j'ai plutôt commencé à compulser, à nettoyer, à mettre en valeur ce que disait Rabah Saadallah dans son livre qui est paru à la Maison des Livres en 1981. Ouais. Donc à partir de là, j'avais une base déjà. En plus des choses que je connais dans le monde du Chabi, ça m'a facilité un peu les choses. Et puis on a commencé. Et puis on faisait toutes les semaines à peu près, on se rencontrait et puis on lisait tout. Donc lui, il est intéressé, c'est lui qui dirige moralement, culturellement, tout ça, mais mnémoniquement, c'est comme ça qu'on parle, on dit sur le plan de la mémoire, sur le plan de tout ça. Donc, et puis on est arrivé à un moment donné, il m'a dit, ça y est, il faut qu'on s'arrête et puis il faut publier. Parce après 3 années de recherche. 3 années de travail. Vous vous rendez compte, 3 années. Alors donc justement, il a enregistré, j'ai entendu dire, si je me trompe, vous me rectifiez, 130 disques. Oui. Et pourtant aujourd'hui, nous parlons d'un manque d'enregistrement. Comment que ça se fait, Abdelkader Ben Damache? Parce que l'industrie du disque était nouvelle, et puis il y avait des grosses firmes qui étaient là comme Polydor, comme Gramophone, comme Pathé Marconi, et puis tout ce monde-là. Donc ils étaient tous autour de l'Anqa pour le faire enregistrer. Il est parti même à Paris en 1937 pour enregistrer un certain nombre de disques. Il l'a fait aussi juste après la mort de son maître, Mustapha Nadour. Donc il était là à l'affût, et les gens étaient autour de lui, c'était la star. C'était la star, pourquoi? Parce qu'il a eu la chance d'être invité à la radio à l'époque, les premiers balbutiements de la radio.
C'était en 1928, et puis ils ont essayé la première fois où un chanteur avec un orchestre, parce qu'avant le Hanqa, on faisait uniquement que des interviews d'animateurs à inviter, c'est tout. Il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait pas d'autre chose. Donc c'était la première fois où Hadj Mohamed est venu avec son orchestre et il a chanté pour la première fois dans l'histoire de la musique shabi. Et puis après, donc ils ont commencé par le shabi, ils ont terminé avec d'autres genres par la suite. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invitaient par exemple Mahidine Bastardi pour faire de l'actualité, l'agenda culturel de cette époque-là. Donc ils parlaient comme ça. Et puis il n'y avait pas grand-chose comme auditeur. Il y avait peut-être une centaine d'auditeurs. Mais ils le faisaient et ça marchait. Et au fur et à mesure, bon, la technologie a fait son œuvre et puis on arrive à aujourd'hui. Nous pouvons faire des miracles et puis nous sommes maintenant, à l'instant même, écoutés à travers le monde. Eh ben justement, une quarantaine d'ouvrages entièrement consacrés aux grands maîtres de la chanson, tout genre et tout style confondu. Abdelkader Mdamash. J'ai cité en début d'émission Cheikh El Hadj Abdelkarim Dali, une vie, une œuvre, mais également Mahboubati, un artiste de légende. Tout ça chez Enag Édition. Donc vous parlez d'une certaine époque, mais est-ce que le maître était déjà en contact avec d'autres grands maîtres, que ce soit Constantine, Annaba ou dans les régions du Grand Sud? Bien sûr, bien sûr. Il était au contact de certain nombre de cheikhs. D'ailleurs, c'était la pratique. La pratique entre les grands cheikhs comme ça qui se respectaient et qui s'entraidaient parfois la période où il n'y a pas de cérémonie familiale. Y avait-il un véritable dialogue artistique, hein? Oui. Est-ce qu'on retrouve ça réellement aujourd'hui dans le répertoire, la réflexion et la réalisation de Hadj Mohamed Al-Hanqa? Aujourd'hui moins. Mais ça peut revenir avec ce que nous sommes en train de faire au Festival National du Shabi. On instaure ce dialogue, on instaure la manière de communiquer, la manière de parler du genre musical, la manière de parler de son genre lui-même. Un jeune, par exemple, on lui montre comment se présenter devant un public. Donc il y a tout ça à rappeler de façon pédagogique. Donc le Hadj Mohamed Al-Hanqa allait, par exemple, à Amsterdam, il allait voir Cheikh Hameda, c'était son ami d'ailleurs. Ouais. Et il s'échangeait des poésies. Il allait voir aussi Abdelrahman Ben Issa, qui était son ami aussi. Il avait donné, ça c'est le témoignage de Cheikh Mazouz Bouadjadj qu'on salue maintenant. Et puis il y avait d'autres aussi, Cheikh Sadr Bjawi, il allait le voir à Bjaya. Il y avait comme ça d'autres, Arbi Ben Sari qui allait le voir, parce que ce sont des maîtres, ce sont des colonnes, des piliers, et qui ont vécu la même époque. Bien sûr, des grands maîtres installés dans l'histoire. Et quand ils se rencontrent, c'est la flamme qui arrive, et puis les poésies arrivent, les genres musicaux arrivent, l'expérience de l'un et de l'autre, elle est remise sur le plateau. Il y a des gens qui les invitent et tout ça. Ils font comme ça pendant 4 ou 5 ans. 4 ou 5 mois plus tard, et puis par la suite, ça donne des résultats. On fait, par exemple, un passage de Cheikh Hadj Mohamed Al-Hanqa à Bjaya, il a fait date. Jusqu'à maintenant, on dit, telle année, Al-Hanqa est passé par là. Voilà ce qu'il a fait. Jusqu'à maintenant, il a marqué d'une empreinte indélébile ses passages et ses concerts. Hadj Mohamed Al-Hanqa, pour la première fois, à Amsterdam. Non, après l'indépendance, parce qu'il est allé avant. Après l'indépendance, c'était en 1964. Tout le monde se rappelle jusqu'à maintenant. Même les jeunes, aujourd'hui, on parle. Les gens qui s'occupent de Shabi, etc. Maintenant, parlent de ce jour, de cette soirée de 1964 à la salle Afrique. C'était quelque chose de monumental. Moi-même j'étais présent, donc je peux en parler. Au contraire, m'aurait étonné. Je rappelle encore une fois, Abdelkader Mdamash, vous dites dans votre ouvrage, Al-Hanqa est un génie qu'il faut garder dans la sphère des grands génies. Comment expliquer qu'aujourd'hui on n'a jamais réellement pu l'égaler, Al-Hadi Al-Hanqa? C'est comme ça, c'est un maître inégalable, inébranlable, incontestable, etc. Donc des gens comme ça, lui disait, il a dit un jour, mieux que moi, il y aura quelqu'un de mieux que moi, il y aura quelqu'un de moindre que moi, mais il n'y aura pas quelqu'un comme moi.
قال كيما انا ما يكونش خير مني يكون عر مني يكون ولكن كيما انا ما يكونش. Donc en deux mots il nous a tout dit. Non, il a tout résumé. Il vous a répondu pratiquement, exactement. Je le disais, donc il nous a quittés en 1978, 47 ans après sa disparition. Quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit quant justement à la perpétuation et à la transmission de l'œuvre de Cheikh Mohamed Al-Anqa, de cette génération, de la génération des années 90 ou 2000? Écoutez, c'est tous ces élèves. Moi, quand j'écoute comme ça les chanteurs chabi d'une manière générale, je trouve toujours l'empreinte de l'Hajj Mohamed Al-Anqa. Je trouve toujours quelque chose de l'Hajj Mohamed Al-Anqa. Mais ce que j'estime et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des gens qui ont volé de leurs propres ailes. C'est-à-dire, ils ont pris les bases de l'Hajj Mohamed Al-Anqa et puis ils se sont donné un style, ils se sont donné, voilà, et ils ont... Est-ce qu'il y a des noms, donc justement, qui vous viennent à l'esprit, qui sont réellement aujourd'hui dans la transmission de l'école Al-Qawiya? Il y en a comme, je sais pas, Kamal Abdelrahman Qobbi, Bourdib, Cha'ou, Abdelkader Cham. C'est ce qui existe aujourd'hui sur la scène artistique. De la génération de maintenant aussi. C'est Kamal Aziz, Kainin Tani, les jeunes d'aujourd'hui. Bien sûr, Chitouane. Oui. Il avait un rapport assez particulier à Alger et en particulier à la Kasbah. C'est ce qu'il dit. Donc justement, Abdelkader Meddamesh dans son livre Le Hajj Mohamed Al-Anqa au Panthéon patrimonial de la chanson Chabi, vous écrivez: Le Hajj Mohamed Al-Anqa avait bien raison d'adorer cette cité historique qu'il a vu naître, son air, son histoire, ses lumières, ses vénelles et ses senteurs, ses habitants avec leur légendaire solidarité et leur hospitalité. L'ensemble de ces éléments demeure indélébile dans son esprit. Il parle très souvent à ses proches ainsi que lors des entretiens de journalistes qu'il rencontre de cette Kasbah qui le subjugue, qui a toujours accaparé son esprit. Une Kasbah qu'il n'a jamais pu quitter. Absolument, oui, il a toujours... D'abord, là où il est, il représente la Kasbah. Là où il est, même il est quelque part dans un panthéon européen, ça sera toujours... Et puis, vous disiez tout à l'heure, le cardinal. Moi, je réfute cette appellation. Beaucoup le disent également. Je réfute cette appellation parce que lui-même ne l'a jamais voulu. C'était quelque chose qui est arrivé comme ça, une dame à Rome, quand elle a vu, quand il était en voyage là-bas, elle a dit « Oh, il ressemble à un cardinal ». C'est tout. Mais en principe, ça doit rester là. Ça ne va pas aller jusqu'à créer un pseudonyme cardinal pour un Hajj. Hajj Bitallah, Hajj. Il a fait le pèlerinage au lieu saint, il a fait son serment Vous parlez de sa traversée dans ce bateau appelé El Mendoza. Oui, dans cet ouvrage. Bien sûr. Puis on a reconstitué toute Galman. C'est Kamel, il a fait tout ça, je l'ai reconstitué dans ce livre. Il a réellement fait, il est d'abord après son pèlerinage au lieu saint de l'islam, il a bien observé cela dans son comportement, dans ses interprétations, dans le Madih Dini. Il était le maître du Madih Dini, qui va aujourd'hui interpréter Khazna Kbira meilleur que lui jusqu'à maintenant. Bon, on le sait, les enregistrements sont là. Et puis d'autres aussi, Ilahi ou al-Kirimbi, il a marqué comme ça, d'un saut indélébile, l'histoire de la musique du Chabi. Il n'y a pas un autre aujourd'hui. Il y a des autres qui ont fait des genres. Al-Anqa et les autres. Voilà. Oui, il en est également question aujourd'hui. Mais il était souvent également en dialogue avec les intellectuels. On n'oubliera pas non plus cette interview légendaire avec Kateb Yassine, il faut également le dire, parce qu'il était un excellent francisant. Ça, on en parle également jamais. On parle également d'auteurs, justement. Il faut quand même rappeler que ce lundi, 17 février, à Valence, en Espagne, notre auteur national, Yasmina Khadra, a reçu une nouvelle distinction qui s'ajoute à son large palmarès, notamment le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée. C'est une récompense qui distingue les auteurs les plus influents de la littérature contemporaine. Absolument. Et selon les organisateurs, au fil de sa carrière, notre auteur Yasmina Khadra, que nous aurons certainement le plaisir de recevoir la semaine prochaine, a exploré des thèmes universels comme le dialogue interculturel, les conflits sociaux et la question de l'identité. Sa venue à Valencia est une opportunité rare de questionner le rôle de la littérature dans le rapprochement des cultures méditerranéennes. Il faut également rappeler à nos auditeurs que c'est un prix
prix qui a été créé à Madrid en 2019. C'est donc le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée, qui est né d'une ambition forte, rassembler des écrivains, des journalistes, des personnalités du monde de la culture autour d'un projet commun, notamment celui d'une Méditerranée surtout heureuse. Et il porte justement la voix de la Méditerranée. Ammar Meziani, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous étiez donc justement en Espagne il y a seulement quelques semaines, lorsque je vous avais appelé pour vous inviter. Et quand par hasard, aujourd'hui, on parle d'un auteur qui a été honoré en Espagne. Et cette voix de l'Algérie, vous l'avez également portée à travers d'autres ouvrages en matière de coédition et surtout de traduction. On est en train de programmer avec un médiateur culturel et économique en Espagne, Africa Rel, pour la coédition. Donc, le Diwan Sidi Boumediene a été traduit donc par un ami algérien, donc Mel Kamichi, donc des Beaux-Arts, et c'est un très bon hispanisant. Donc il a traduit le Diwan en respectant toutes les métaphores possibles dans la langue espagnole. Et il y a un autre, c'est Khalloufi Yazid, qui a fait un travail de résidence à Cordoue, où il a travaillé donc en adéquation avec des poètes de la ville de Cordoue. Il s'en est sorti un catalogue qui n'a jamais été édité et dont on aura peut-être le plaisir de l'éditer en espagnol et en arabe autour de la poésie de Cordoue. Eh bien justement, la Méditerranée, contrairement à ce que disent certains, ça n'est plus non plus ce cimetière où meurent des milliers ou des centaines de jeunes, mais aujourd'hui c'est également un milieu, un espace d'échange, de culture et de dialogue. Il le faut donc oui. Aussi bien à travers la littérature qu'à travers les arts plastiques ou des résidences d'artistes. L'espace de tous les littérateurs, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Hein. Il est nécessaire actuellement de créer ce genre de dialogue, donc dépouiller de toute intention politique ou économique et aller de l'avant. Donc on appartient à la Méditerranée, donc la Méditerranée est vaste. Tout à fait. Et ce genre d'échange va permettre de dénouer en quelque sorte toutes les actions de droite ou de gauche. Avant de revenir sur l'organisation de la 27e édition du festival, j'allais dire un festival, oui, mais du salon international bien sûr du livre, un bilan bien sûr s'impose. Parlez-moi de votre rapport à la chanson et au Chabi, parce que vous êtes un citadin. Que représente pour vous aujourd'hui le Hajj Mohamed Al-Anqa, Ammar Meziani? On a été baigné donc bercé de toute cette de toute cette musique, de tous ces sages paroles qui, le mot il a atteint une vaste, il a atteint aussi bien les intellectuels que les amoureux du Chabi, que les enfants qu'on était, donc des mots pleins de sagesse et pleins de sarcasme aussi. Donc, tout à fait. Ça le caractérise également, le Hajj Mohamed Al-Anqa. Ça nous a permis aussi d'avoir une certaine identité, quelque part, une identité pour s'affirmer en tant que jeune, avoir un modèle à qui se reporter, et ça malheureusement qui n'existe plus. Ça nous permettait d'aussi bien nous confondre dans si on est artiste ou si on est auteur ou si on est simple citoyen, dans notre démarche de vie. Mais je crois que l'Anqa était tout ça en même temps. Oui, c'était l'auteur, le parolier, l'intellectuel, l'interprète. C'était une âme de toute une population. Beaucoup de gens se reconnaissent aussi bien dans sa démarche humaine, philosophique et littéraire. Tout à fait. Ils ont un modèle. C'est à partir de ce modèle-là qu'on peut construire son action sociale. Il y a dans le domaine de la chanson Chabi, aujourd'hui, tous les interprètes de la chanson Chabi, aujourd'hui, interprètent comme ça, ils chantent des mélodies. Eh bien, la plupart sont de l'Anqa, personne ne le sait.
Ou on veut pas le dire. On veut pas le dire aussi. Oui. Est-ce qu'on n'a pas essayé d'enfermer le hajj et surtout le mettre que dans un cadre bien précis, c'est-à-dire interprète, alors qu'il était pluriel, et surtout insaisissable. Et ça dépend dans quelle facette on le connaît aussi. Il avait plusieurs facettes. Tout à fait. Donc c'est par rapport à soi, c'est par rapport à ce. Si on puise dans l'anqa, c'est comme à peu près l'histoire du livre, parce que depuis le livre de Rabih Saad, Allah yarhamou, on a appris beaucoup de choses et à l'époque on ne les savait pas. On a appris beaucoup d'informations. On a appris beaucoup de choses et peut-être peu également. Hein. Peu, bien sûr. Si on puise encore, on ne peut pas. Mais on peut pas non plus raconter l'histoire d'un maître qui a traversé le siècle en un seul ouvrage, aussi beau soit-il. Abdelkader Ben Amash. En matière de qsid, donc justement, quelle est la chanson, du moins la poésie qui vous a le plus marqué chacun? Abdelkader Ben Amash, Omar Meziani et le fils du maître. Moi j'en ai deux. J'ai Khazna Kbira. Oui. Sallallahu alayhi wa sallam arabi. À un moment donné, elle passait toutes les cérémonies religieuses, qu'elle passait à la télévision. Et puis c'est un long concert. Et il passait entièrement. Vous savez quoi? C'est ça la magie de la radio. Au panthéon patrimonial de la chanson Chabi, répondant aux normes universelles, le genre Chabi devient, avec l'apport du maître Al-Hajj Mohamed Lanqa, un genre musical majeur, avec un nom, des modes, des maîtres, des émules, des poètes, des interprètes et un large public. Il devient alors un genre qui perd de l'espace à travers le territoire national et bien au-delà. Et cette modeste publication dont on vient vous parler aujourd'hui, après celle de Rabih Saad en 1981, vient à point nommé mettre en valeur les véritables capacités créatrices de ce grand maître, à partir desquelles on fonde l'architecture fondamentale de la musique et du genre Chabi, et surtout sa pérennité dans l'histoire artistique de notre pays. Abdelkader Ben Damash, Cheikh Al-Hajj Mohamed Lanqa au panthéon patrimonial de la chanson Chabi qui a conditionné cette première heure du Café de la Troie. Il faut également dire qu'il y a énormément de choses qu'on ne voit pas souvent aujourd'hui quand on parle de Al-Hajj Mohamed Lanqa. Il y a beaucoup de privés également à travers tous ces témoignages, dont celui de Mahdine Bashtarzi, bien sûr, cet auteur-compositeur, interprète. Et quand il parlait de Lanqa, il disait Lanqa est tout simplement irremplaçable. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça fait 47 ans qu'il est décédé. On n'a pas eu un autre Lanqa. Mais là, comme disait Lanqa lui-même, il y aura peut-être mieux. Mais comme lui, comme ça, non. Ouais. Il disait, le Hajj Mohamed Lanqa bénéficiait d'une large reconnaissance populaire dans sa démarche culturelle et artistique, ainsi que dans les efforts qu'il fournissait quotidiennement durant sa carrière en dehors du conservatoire municipal de la ville d'Alger. La notoriété bien acquise a fait de lui un homme sur qui on pouvait compter particulièrement avec la frange, bien sûr, jeune de la population. Il est resté dans l'histoire et il restera dans l'histoire, je suis convaincu, parce qu'il a été à l'école. Il a été au conservatoire et il a dispensé son cours. Les gens qui n'ont pas dispensé un cours, la mémoire ne garde pas ces personnalités. Il y en a comme ça, de loin, mais il ne reste pas dans l'histoire. C'est celui qui a donné des cours, on l'appelle Ma'allim déjà, le Mu'allim. Et puis il reste dans l'histoire parce que celui pour lequel on consacre un véritable livre bréviaire qui raconte sa vie, qui l'a fait pérenniser à travers l'histoire. Vous nous parlez également de Brahim Behloul, qu'on a eu le plaisir de recevoir, ce grand chorégraphe, mais également auteur. Il dit c'est un artiste génial, et surtout c'est un artiste visionnaire. L'occasion m'a été offerte d'apprécier la compagnie de cette grande personnalité qui imposait le respect et la considération. Tant son verbe est bien choisi dans ses discussions. Vous avez entre autres donné la parole à Belkaïd Abdelghani, qui était son musicien attitré. Oui. Tout le temps, il était violoniste, musicien de talent. Lui, avec Boujma Afrigan, il y a aussi son témoignage ici. Il parle de cette soirée. Il dit, je me souviens bien d'une grande soirée, début des années 60. C'était une animation de mariage qui a eu lieu au Fars, dans la périphérie d'Alger, aux environs de Saoula. Et en rentrant dans l'espace qui nous a été réservé, on a découvert une scène en forme de
théâtre au milieu d'un ravissant jardin, j'ai découvert ses grandes capacités vocales. Oui, parce qu'il n'y avait pas de micro. Oui. Et c'était pour ça que il a fait cette réflexion. Il n'y avait pas de micro, il a dit, oh, mais comment on va faire? Il n'y a pas de sonorisation. Le Hajj Mohamed Lanqa lui dit, mon fils, t'inquiète pas, je vais changer. Il avait une voix qui portait. Hein. En arabe, on dit on parle souvent de Lanqa, interprète, poète, mais rarement de sa spiritualité, parce qu'il était réellement dans ça aussi. Absolument. Oui, beaucoup. Plein de monde, ça veut. Plein dedans, oui. Plein dedans, bien sûr. Parce que on retrouve ça à travers certaines qasaïd aussi, qui sont très spirituelles aussi. Donc on peut pas chanter des qasaïd comme ça sans être spirituel. Imprégné de ça. Exact. Mais Abdelkader Ben Ahmash a toujours été dans cette quête, j'allais pratiquement dire spirituelle, mais surtout mémorielle. Il a consacré plus de 40 ans de sa vie, donc justement à l'écriture, à la transmission, pour lutter contre la culture de l'amnésie. C'est mon but jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je continue avec d'autres personnalités, Inch'Allah. Vous y pensez? Oui, j'y pense. Karim Belkacemi, qui réalise aujourd'hui le Café de la Troie, me dit, mais où sont les jeunes interprètes? Parler des maîtres incontestés, incontestables. On aimerait par la même occasion lire des ouvrages consacrés aux femmes. On parle rarement de Cheikha Tetma, on parle rarement également d'une cantatrice qui nous a quittés dans pratiquement l'anonymat, à savoir encore une fois celle qui Fadela Zeria entre autres. Tout à fait. Il y a encore du travail à faire. Moi, je me consacre maintenant au passé. C'est vrai, c'est important. Mais le passé, c'est connaître le passé, c'est mieux connaître l'avenir. Oui. C'est ça, justement. Mon boulot, c'est ça aujourd'hui. Je suis comme un pompier à l'époque. Je me souviens d'un moment donné, j'étais à la télévision et puis. Vous avez été directeur de la production à la télévision. Voilà, j'ai réuni tout le staff à l'époque. Dès l'après-midi de mon installation, j'ai dit s'il vous plaît, on va aller enregistrer, filmer tous les grands noms. C'est comme ça que j'ai commencé par Mahboub Bati et puis tout le reste. On fait une série comme ça. Et aujourd'hui, nous avons des témoignages vivants de la plupart de nos personnalités. On l'a fait pendant 2 ou 3 ans. Vous savez, il y a également un monsieur qui a souvent accompagné le maître, c'est Ali Debah, bien sûr, qui nous a quittés en 2001, ses souvenirs sont bons. Quand il parle de lui avec énormément de respect, il parle de reconnaissance rendue à ce monument artistique. Bien sûr, parce que quand on est de la carrure, de la stature de Hajj Mohamed Lanqa, on rend les artistes qui sont aussi dans le génie, ils démontrent toute leur qualité, tout leur talent. C'est avec Hajj Mohamed Lanqa qui leur permet, parce que lui-même est talentueux, donc il contribue au développement d'autres talents. Et il l'a fait avec Alilou. Alilou, c'est déjà une sommité. Exactement. Oui. Le jour où il a interprété avec lui Al-Fraq, Ya Ilahi wa Tafiyad al-Karim Biya, Talt al-Hijra ou al-Hiya, Talt Iyam al-Hijra ou al-Hiya ou al-Hijra. Ça, c'est Mohamed Ben Ismaïl qui a écrit ça au 19e siècle. Eh bien, cette poésie, à l'occasion de cette poésie, Alilou Debah avait devant lui un monument. Il a créé un genre de rythme. Il a inventé un genre de rythme propre à lui. Et aujourd'hui, les jeunes pratiquent couramment ce genre. C'est la derbouka, c'est cet instrument de percussion qui parlait, qui discutait carrément avec l'interprète. Oui. On sentait qu'il y avait des paroles. C'est tout. Derbouka qui parlait. Ce jour-là, il a inventé ça. Et dans le privé, dans l'intimité, reste-t-il aujourd'hui des qsaïd ou des qsédat de Hajj Mohamed Lanqa qu'on n'a malheureusement pas encore pu écouter, ou des enregistrements qu'on n'a pas encore écouté l'Aïd Lanqa? Oui, il y en a. Il y en a d'ailleurs, on a tout retranscrit, il a tout retranscrit dans ce livre. Et il y a une dizaine à peu près qui n'ont pas été chantés. Enfin, on les a pas écoutés. Il les a chantés quand on n'était pas nés. Oui. Et je pense, j'espère aussi que la nouvelle génération vont les reprendre comme ça dans leur. Et l'Anqa dans le texte, est-ce qu'il y a aujourd'hui un texte très célèbre, c'est celui de Mohamed Ben Msaïb qui a écrit un texte fabuleux, celui de Wafat Rasulullah. Alors on dit le Wafat généralement. Il a enregistré chez un éditeur et l'éditeur a pris la bobine originale et il est parti. Mais on sait que l'enregistrement existe et qu'on n'a jamais écouté.
Même cette poésie, le Hajj Mohamed Lanqa ne l'a chantée qu'une seule fois, à Médéa. Oui. Et en matière de paroles, il y a encore des paroles, encore chez vous, qui n'ont pas encore été chantées, j'allais pratiquement dire du mafqoud en matière de... Je pense que j'ai contribué avec tout ce que j'avais. Oui, vous avez tout donné. Mais je sais pas, vous savez, l'Anqa c'est comme une mine. Plus on creuse, plus on trouve. Oui. Donc c'est pas impossible qu'un de ces jours, demain, après-demain, dans un mois, dans un an, il y a quelqu'un qui va venir avec une qsida qu'on connaît pas. Donc voilà. Et les bandes magnétiques dans tout ça, le Hadi al-Anqa, vous en avez gardé jalousement? Oui, ce qu'ont tout le monde, comme tout le monde. Donc il y a des mélomanes comme ça, on s'échange des enregistrements. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont fait un travail de mémoire extraordinaire, de classification, de sauvegarde. Mais vous avez également été dans ça, au-delà des ouvrages pour lesquels nous avons consacré je ne sais combien d'émissions, vous avez sauvegardé, enregistré et offert au public des coffrets. C'est ça. Le coffret c'était 2007 avec toujours est-il, on est réellement dans la sauvegarde de ce patrimoine. Avec le ministère de la Culture. C'était une initiative tout à fait personnelle. Combien de coffrets? Une cinquantaine, une soixantaine? 35 coffrets avec 35 livres à l'intérieur. Tout à fait. C'est monumental. Et des enregistrements inédits également. Oui, avec d'excellentes factures. Il faut le dire, avec l'aide de la radio. C'est la radio qui m'a permis de faire tout ça. Il y a des appels au 021 48 2x15 qui nous disent c'est bien de parler de la Hajj Mohamed Lanqa, mais aujourd'hui quand par exemple les disquaires malheureusement ont disparu, comment peut-on réellement se procurer un pan de notre mémoire collective? Oui, c'est la radio, ce sont les médias maintenant, c'est Internet aussi. Internet également qui fait on a besoin de physique aussi. On fait partie d'une génération, vous et moi, on a besoin de tenir les ouvrages et d'avoir le physique entre les mains. Mais les jeunes maintenant, maintenant ils se débrouillent, maintenant ils ont leur manière avec les singles et tout ça qu'ils envoient. Mais avoir le coffret de Hajj Mohamed Lanqa, c'est une comment dire, une richesse inépuisable. C'est une grosse partie de sa carrière qui est là dans ce coffret. Il y a aussi des mélomanes qui détiennent des belles enregistrements et je leur demande par occasion de les restituer. Ça revient de droit. De les partager et de laisser les gens écouter. Oui. Parce que je suis contre cette idée de moi j'ai quelque chose que personne n'a et puis c'est comme ça, c'est un peu égaux. Ouais. Ouais. Mais par occasion, je leur demande de donner aux gens, d'écouter l'Anqa, de leur permettre de le découvrir, de l'écouter, et d'écouter l'Anqa quand il était dans pleine forme, dans son... On est réellement dans une forme de redécouverte de Hajj Mohamed Lanqa aujourd'hui. C'est une seconde vie. Ouais. Exactement, plus de 40 ans après sa disparition. Et le phénix renaît de ses cendres. Exactement ça. Il nous reste moins de 5 minutes, Abdelkader Ben Damaj, comme vous êtes très occupé. Une dernière question. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui du festival du Shabi, je le rappelle encore une fois, qui aura lieu pendant le mois béni du Ramadan? J'y vais maintenant parce que c'est à l'instant même, dans quelques minutes, on va démarrer cette résidence qu'on a consacrée aux finalistes du Festival national de Shabi version 2014. Et puis on a mis en avant la formation. On va d'abord former les gens, ils doivent venir à l'école, avec des professeurs. C'est aussi également le rôle des associations, mais également des... Oui, mais maintenant nous le faisons, nous, à l'institution du Festival national de Shabi, et puis on applique les orientations de Hajj Mohamed Lanqa. Il a été au conservatoire, il a été aussi dans un endroit qu'il appelait à l'époque Kamelja, où il recevait du monde, il leur apprenait des choses de Shabi. Nous le faisons aujourd'hui et nous donnons aussi dans chaque groupe de candidats à la finale un coach, un chanteur Shabi qui les coach, exactement comme font The Voice ou là ailleurs. On les coach et puis ils arrivent à la finale frais, dispo, connaissant des choses, etc. Donc c'est ça un peu, on est en droite ligne avec les grandes règles de Cheikh Al-Hajj Mohamed Lanqa. Le festival lui-même est dédié à Al-Hajj Mohamed Lanqa. Il y a une chanson, dès qu'on parle de Al-Hajj Mohamed Lanqa, la jeune génération et même celle d'hier, il y a une chanson qui revient très très souvent, c'est Subhanallah ya Latif.
Allah yartif Mustafa Toumi. Tout à fait. Pour le texte, il faut. Qu'on a eu le plaisir de recevoir ici même au Café de la Troie. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est un testament. Oui, je pense, oui. C'est le testament de la Hajj Mohamed Anqa. Il avait un message à passer avec cette œuvre et il a réussi, lui, Mustafa Toumi. D'ailleurs, c'est lui qui lui a demandé. C'est lui qui a demandé, c'est à sa demande. Ouais. Et ils sont restés un certain temps. C'est un véritable réquisitoire, il faut également le dire. Et puis voilà, c'est quelque chose qui se passe entre les grands. À l'époque, il y a un dialogue qui s'est instauré entre lui et le Hajj entre Mustafa Toumi et le Hajj Mohamed Anqa, si bien que ça a fait cette œuvre, parce que il y a immortel. Ils ont travaillé tous les deux. D'abord, dans le texte, il dit Fiha itzarraf. Il a dit plein pouvoir de changer ce que tu veux. Et c'est pour ça que ça ressemble à Hajj Mohamed Anqa. Regardons bien, analysons le texte, soyons comme des gens qui réfléchissent et qui analysent des choses d'une façon scientifique. Et que nous allons certainement écouter en deuxième heure ici au Café de la Troie, Abdelkader Ben Damache, Cheikh El Hajj Mohamed Anqa au Panthéon patrimonial de la chanson Chabi. Je le rappelle encore une fois aux éditions ENAG. Merci d'avoir fait une halte au Café de la Troie. On se retrouve juste après le flash d'information. Jamais à court d'idées, eh bien non, Café de la Troie, où tous les jeudis de 14 à 16h, les agitateurs et les intranquilles, comme j'aime si bien les nommer ou les surnommer, défilent pour partager avec nous leur vision du monde. Et cet après-midi, je vous le disais, c'est un bel ouvrage qui a conditionné notre rencontre, celui de Abdelkader Ben Damache, El Hajj Mohamed Anqa au Panthéon patrimonial, je le rappelle, de la chanson Chabi, édité chez ENAG. Des livres toujours et encore ici au Café de la Troie pour cette deuxième heure en direct, bien sûr. Avec nous, Arman Meziani, bonjour. Bonjour. Je le disais encore une fois, plasticien et directeur des éditions Helium depuis quelques années déjà. Oui, ça fait 2018, comme ça. 2008, je crois. Bon, qui n'a pas été une aventure sereine, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, tout Non, au contraire. Comme je suis sur plusieurs projets à la fois, donc soit dans des Rapprochez-vous du micro pour mieux vous entendre. Soit dans les expositions, soit l'organisation des expositions, soit dans vous avez souvent été commissaire également d'exposition. Et l'édition est venu par souci de présenter des choses littéraires. Moi-même, j'ai édité à l'époque chez La Fomic. Une excellente maison d'édition qui a exactement ça, qui a brillé dans les années 80, début des années 90. Les années 80-90. Tout à fait. Les années 80, qui nous a permis de découvrir les plus grands auteurs. C'était l'une des premières. Qui a malheureusement fermé. C'était aussi un agitateur. Donc, tout à fait. Bounet plutôt était un agitateur. Exactement. Et nous gardons chacun dans nos bibliothèques, bien sûr, des ouvrages des éditions La Fomic. Des auteurs et pas des moindres. Le premier ouvrage, par exemple, de Yasmina Khadra, qui nous devons également rendre hommage à partir de la semaine prochaine, ici même, pour un long débat concernant son dernier ouvrage. Mon édition, plutôt mon recueil, il a été édité en même temps que Mimouni, donc c'était... Rachid Mimouni. Excusez du peu. Rachid Mimouni, c'était une belle expérience. C'était une expérience que j'avais vécue à l'école des Beaux-Arts, donc la construction de soi, et j'avais pondu toute une série de... Une réflexion artistique ou philosophique, voire même poétique ou plastique. C'était une construction de soi. Donc la construction de soi. Oui, l'école des Beaux-Arts, c'est la construction de soi. C'est une école pour performer son identité. L'une des plus belles écoles en Méditerranée. Écrasée de soleil, comme le disait Jean Sénac. Ça nous permettait de nous confronter à l'autre, connaître nos limites et connaître nos possibilités. Qu'est-ce que vous gardez justement de ces années à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger? La générosité. La générosité entre... Nous, on était étudiants à l'époque, entre les enseignants Denis Martinez Messli, donc Zoubir aussi, qui était un peu... Zoubir Hellel, que vous avez édité, dois-je également le rappeler, Réflexion sur le design, designer issu de l'école des Beaux-Arts d'Alger. L'expérience qu'on a vécue à l'époque. Exactement, qui raconte une histoire. Qui raconte les possibilités que donnait l'école. C'était toujours cette confrontation entre le génie créateur donc, de cette jeunesse estudiantine et leurs aînés, quelque part, qui ne formataient pas
mais qui accompagnait les gens à ce Est-ce le cas aujourd'hui, Omar Meziani, malheureusement, non. Pour porter un regard critique, mais également constructeur concernant l'enseignement et... Depuis que l'école nationale est devenue une école supérieure. Donc, avant, on admettait les 5% qui venaient des écoles nationales, qui avaient quand même un savoir-faire artistique et technique. Et là, l'école a commencé à accueillir des bacheliers qui, malheureusement, se retrouvent dans tout un autre état de conscience. Donc, et eux qui sont habitués à une éducation formatée par le lycée, ils arrivent dans un milieu, un espace ouvert quelque part, et généralement, ils n'arrivaient pas à se concentrer ou trouver leur valeur. Aujourd'hui, je le rappelle encore une fois, directeur des éditions Helium, est-ce que le monde de l'édition vous a réellement éloigné du monde de la création? On parle de vous en tant qu'éditeur aujourd'hui, que plasticien, Omar Meziani. Comment est-ce que vous vivez cette situation à 15h bientôt 9? Je reste dans mon travail plastique. Observateur, critique je travaille toujours, mais j'ai changé peut-être de médium, donc je suis passé des installations et de l'art pictural à la vidéo et à la photo, qui me permet plus de facilité à cause du médium. Donc le médium, il est là, donc il faut juste le travailler. N'empêche que je reste dans les installations. Et vous restez toujours bien sûr en dialogue avec les créateurs. On parlait de Zubair Hellal à travers Réflexion sur le design. On a entre autres parlé d'un autre ouvrage, celui de Jawdet Gessouma, que nous aurons certainement le plaisir d'avoir. C'est Les arts contemporains algériens, une réalité ou un simple exercice de style, grand point d'interrogation, entre la fin des années 80 et la fin des années 90. C'est une réflexion sur la création artistique pendant des années difficiles. Tout à fait. Pendant lesquels vous avez énormément travaillé. L'école des beaux-arts a réellement brillé. On doit rester, on doit exister. Ouais. Malgré tous les problèmes ou les contraintes qu'on a, on doit exister. On doit faire les choses à notre niveau et peut-être aider par notre réflexion ou par notre geste à donner de l'espoir à d'autres gens. On parlait bien sûr de cet ouvrage, donc Les arts contemporains algériens. C'est juste un essai, vous le dites, qui apporte une pierre de plus à la construction du récit artistique national. Il précise quelques concepts autour de l'art contemporain algérien dans le discernement et bien sûr et la mesure. Il n'a pas la prétention d'apporter une formation exhaustive sur l'histoire de l'art algérien, qui reste encore de manière fondamentale à écrire dans les normes d'usage de la critique et de l'information objective. Parce qu'il doit avoir le sommes-nous réellement. Parce qu'il doit Jawdet a besoin de ça parce qu'il est en même temps créateur. Il est auteur, créateur. Il est auteur de littérature, auteur en art plastique. Il doit avoir cette motivation et ne pas s'impliquer dans une critique profonde sur l'histoire de l'art ou l'histoire de la création algérienne. Donc, et comment il est impliqué. Oui, et comment vous expliquez en tant que plasticien, mais également en tant qu'éditeur, ce vide monumental quant à l'écriture de la mémoire plastique depuis les années 90 à aujourd'hui, Omar Meziani? On essaye de donner D'abord, vous essayez de combler un vide à travers la création de votre maison d'édition. De rester honnête envers le travail des autres. Leur ouvrir un espace, ma ligne directoriale, c'est de travailler en binôme avec des auteurs et des artistes. Si j'essaie de mettre en valeur, c'est un peu une déformation professionnelle de mon travail de scénographie. Et passionnel surtout. Passionnel, surtout passionnel, parce que pour moi, chaque livre, c'est une aventure. S'il n'y a pas cette aventure humaine et cette complicité entre l'auteur et l'artiste qui accompagne, ça ne peut pas donner. C'est ça la condition sine qua non, vous voulez dire? Oui, c'est la seule condition que je peux me permettre à poser non pas aux auteurs, mais aux artistes qui accompagnent. Et comme heureusement, il y a une grande confiance entre nous et ça marche. Le livre est construit comme une scénographie, donc l'artiste il va dans sa démarche dans l'absolu et
Et l'auteur, il est dans son monde littéraire. Au-delà de la réflexion philosophique, mais également humaine avec vous, Amal Meziani, où en est-on aujourd'hui dans le monde du livre? Je le disais au sommaire de l'émission pour cette deuxième heure du Café de la Troie qui ouvre ses portes et ses espaces, bien sûr, tous les jeudis en direct auprès des Intranquilles de la Culture de 14 et ce jusqu'à 16h. Si vous nous parliez de votre participation à la 27e édition du Salon international du livre, comment est-ce que vous l'avez vécu? Et puis, quel est votre bilan après quelques mois de sa clôture? J'étais très timide dans tout à fait, mon implication dans cette du style-là dernièrement. J'ai eu l'occasion peut-être de montrer l'œuvre d'Ahmed Bjaoui, donc le cinéma algérien en 44/100, qui aussi, ce livre vient d'une longue expérience de complicité entre moi et échange et dialogue entre Ahmed et moi. Donc, qui sera avec nous la semaine prochaine. Il n'a pas pu l'être cette semaine parce qu'il a eu un déplacement concernant cette œuvre cinématographique entièrement consacrée à l'émir Abdelkader à Mascara. Là, on est plein dans la promotion du livre, donc on y va un peu partout pour montrer le livre et montrer le livre. Il est nécessaire, donc c'est un outil de travail, de réflexion pour le cinéma algérien. Et vu l'expérience d'Ahmed Bjaoui. Et la construction de l'identité aussi, de chacun de nous, Amal Meziani. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Il faut le faire, mais en toute modestie. Oui. En toute modestie. Ne pas se dire que je suis donc je vais faire bouger les choses ou faire changer les mentalités actuelles ou celles d'avant, mais de travailler et par l'exemple et par un travail plutôt réfléchi, donner une vision. La perfection et l'excellence, c'est un travail au quotidien, Amal Meziani. Quand on jette un coup d'œil sur votre catalogue, c'est réellement vous êtes dans cette idée, dans cette réflexion-là. Je suis dans la création artistique. Oui. Et dans l'honnêteté de montrer un bon travail. Les moyens sont difficiles actuellement pour pouvoir éditer avec du bon papier, avec une bonne impression. La crise du livre, la crise de la distribution, qu'encore une fois qui reste le point noir du monde de l'édition. Comment vous l'expliquez? Nous en parlons depuis pratiquement aujourd'hui une trentaine d'années, Amal Meziani. Et cela ne vous a point empêché on n'a pas de professionnels de démarrer cette aventure livresque. On n'a pas de professionnels qui sachent distribuer. C'est le problème. Donc, mais on en parle depuis 20 ans, 30 ans, Amal Meziani. Qu'est-ce qui, je ne sais pas, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette opération de distribution? La difficulté que les gens ne peuvent plus se permettre le luxe de vivre de leur travail, aussi bien peut-être que le distributeur, que l'éditeur, que l'auteur. Donc il y a ce malaise. Et s'il n'y a pas la fermeture aussi de beaucoup d'espaces culturels. Il faut qu'une volonté politique et nationale pour que le livre puisse démarrer, mais sur des basses scènes, mais sur un travail réfléchi aussi. On ne peut pas éditer n'importe quoi, n'importe où et faire du copinage, ça ne marche pas. Exactement. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui conditionne donc justement l'édition? Ça, c'est ma première question. Puis la seconde, où sont réellement les plumes émergentes à Helium Édition, Amal Meziani? Là, la plupart des auteurs, c'est des amis. Ouais. On se connaît de longue date. Des créateurs. Je connais leur travail, je connais leur humanité. Donc, c'est un terme qui revient souvent dans vos discours. Oui. L'humanité, l'humain avant tout. La richesse humaine. C'est le seul patrimoine qu'on a réellement. Tout à fait. Et c'est seulement notre humanité qui peut sauvegarder ce marasme qui existe aujourd'hui. Donc, il faut cette part d'humanité, il faut cette part d'amitié. S'il n'y a pas d'amitié, donc il n'y a pas réellement d'échange, je parle dans l'absolu, échange esthétique, échange intellectuel, même échange politique, s'il n'y a pas cette amitié. Et c'est à travers ça que j'essaie de construire des livres qui sont peut-être utiles à certains. Mais vous y croyez, encore une fois. Qu'est-ce qui vous fait tenir, malgré la crise du livre, la crise de la distribution, la crise du papier, Amal Meziani? Le monde de l'édition s'est appauvri, d'après certains, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici même au Café de la Troie, à la place que vous occupez aujourd'hui.
Heureusement que je suis dans l'édition alternative. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez par édition alternative? Je fais les choses qui me plaisent. Je n'essaie pas de m'enrichir de mon travail, mais de faire... Mais est-ce que cela nourrit réellement l'humain que vous êtes à travers cette expérience? Toute aventure me nourrit. Donc, toute aventure... Au-delà du plan humain, je veux dire. Hein. On ne vit pas que de sa passion. C'est pas à vous que je vais dire ça également. D'autres choses, c'est sûr que il faut que je nourrisse ma famille, il faut que je fasse autre chose. Je m'occupe des montages d'expositions, de créer des événements qui me permettent de survivre donc, et d'assurer au moins le minimum à ma famille. Si nous revenions à votre actualité et surtout à votre dernier voyage en Espagne, donc justement pour parler d'un travail de collaboration, d'échange, de dialogue, de coédition, mais également surtout de traduction. On a essayé avec Safaj Zindin, qui est architecte et commissaire d'exposition sur le patrimoine national, et des amis espagnols, donc des médiateurs culturels et économiques, Africa Argel et le bureau de Roberto, c'est un bureau d'engineering et d'architecture, qui nous a offert un espace sur quoi on va essayer de proposer des choses aussi bien dans le patrimoine national qu'en dans le patrimoine culturel, le patrimoine immatériel, les résidences d'artistes et l'édition et la coédition. Pour la coédition, j'ai eu l'occasion de travailler avec Mel Kamichi autour du Diwan Sidi Boumediene. Tout à fait. Et Mel, comme il a une âme de soufi, il a su trouver les mots exacts pour traduire ce monument, ce Qutb qui est Sidi Boumediene. Aussi dans le premier livre... Comme pour l'ouvrage du docteur Salih Ali Hikmet. Hein, l'ouvrage du docteur Les 1001 jours de Konya, on est réellement dans cette approche spirituelle et surtout cette verticalité. Et c'est le docteur Salih Hikmet, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Avec qui j'ai fait beaucoup d'ouvrages, dans le premier Sidi Boumediene, qui a été accompagné graphiquement par Khalloufi Yazid, qui est un peintre soufi de Mrnia. Il y a toujours eu ce dialogue entre justement les créateurs de différents bords, hein. Ceux qui sont réellement dans l'approche créatrice, c'est-à-dire plastique, et les autres qui sont dans une réflexion et surtout dans une approche beaucoup plus spirituelle. Et chacun sa démarche. Tout à fait. Mais vous les faites dialoguer, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Je les fais d'abord dialoguer en les présentant ensemble, donc... Quand vous prenez par exemple le livre de Mohamed Badawi, Systémica, ses accompagnements graphiques de Mehdi Bardi Djelil, c'est d'une beauté extrême. Oui. Là, il y a une petite histoire sur ce livre de Systémica. Oui. Il a une origine d'un travail que j'avais demandé à Mohamed Badawi, d'accompagner graphiquement, plutôt textuellement, le travail sur l'exil qu'a fait Denis Martinez. Oui. Il a commencé cet exil qu'il a poussé vers la France pendant les années 90. Hein. Il a vécu vraiment très mal. Très mal son exil. Parce qu'il nous le disait en ces termes-là, Kalim Amiti, j'ai pas vécu l'exil géographique, j'ai beaucoup plus vécu l'exil intérieur. C'est ça, ouais. Et là, quand j'avais demandé à Mohamed d'écrire un texte autour du cahier de dessin de Denis sur l'exil, les textes étaient tellement profonds que je me suis retrouvé avec deux monuments, un textuel et un graphique, et que je ne pouvais plus assembler ensemble parce que il y avait trop de densité. Oui. Et là, j'avais demandé à Mohamed de continuer le travail sur son exil personnel, une introspection sur lui-même, et il a pondu un travail vraiment textuel très fort. Et la seule personne que j'ai vue qui pouvait accompagner graphiquement le texte de Badawi, c'est Mehdi. Parce qu'il dialoguait. Hein. Il dialoguait, chacun sa façon. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Oui, dans l'absolu, parce que c'est pas un travail fait pour le texte. Tout à fait. C'est un travail qui a été fait pour Bardi, c'est un travail sur les grotesques qui dénonçait un peu la médiocrité sociale. Et ce travail
allait très bien avec le travail de Mohamed Badawi. Là, c'est le regard du critique, le regard du plasticien que vous êtes, mais également du directeur d'édition. Hein. Oui, il faut apporter cette... Trois fonctions pratiquement en même temps. Heureusement, je me suis nourri de mon expérience, sinon je n'aurais jamais pondu des livres de cette... La passion des livres, et les livres ont une âme au Café de la Troie, chaque jeudi de 14 et ce jusqu'à 16h. Rappelez-vous, en première heure, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours, on avait eu du plaisir à vous offrir l'ouvrage de Abdelkader Ben Damash El-Hajj Mohamed Lanqa, au Panthéon patrimonial de la chanson Chabi, publié aux éditions, je le rappelle, Enag. 400 pages pour être plus près du maître, un focus sur son répertoire et ses dates au Café de la Troie. Et justement, je vous avais posé la question tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas répondu, parce qu'il y avait Ben Damash, mais également le fils du maître. Quel est le texte, ou du moins, le qsida qui vous a le plus marqué, vous, citadin et grand curieux devant l'éternel? L'Hammam d'abord. Oui. Parce que l'adolescent veut quitter, c'est le foyer. Oui. Je vole, comme le chantait le poète. Et ça, avec une action plutôt égoïste, en laissant derrière lui cet amour maternel et paternel. Donc ça nous a nourris à notre époque. C'est la chanson la plus... Qui vous a le plus marqué, touché, interpellé. Hein. Interpellé, ce qui m'a permis de rester auprès de ma famille. Jamais quitté, tout sur ma mère, aujourd'hui au Café de la Troie. Le Chabi au féminin, ça vous parle, ça vous choque, du moins. Certains le disaient en ces termes-là, le Chabi au féminin. Non, laissons le Chabi au... Non, j'ai jamais vu la différence entre le travail des femmes et le travail des hommes. C'est une complémentarité. Exactement, un dialogue permanent. Un dialogue permanent. Et là, dans mon travail éditorial, je travaille surtout actuellement sur les boqalet, l'héritage familial, et sur le taqdam. Oui. On est en train de travailler dessus, toujours dans le même esprit, avoir un artiste qui travaille dans la même démarche, et avoir un auteur qui travaille dans... Comme par exemple l'aventure de Dalila Hassain Daoudji qui a commis un très bel ouvrage chez vous, oui. À l'encre tatouée, accompagnement graphique de Karim Sergoua. Pour cette aventure, on m'avait présenté Dalila en tant que poétesse qui a écrit sur les intellectuels, les journalistes assassinés pendant la décennie noire. En même temps, je connaissais le travail de Karim Sergoua, qui travaillait graphiquement sur cette démarche. Et là, il y a des dessins inédits du travail de Karim. Parce qu'à un certain moment, on n'ose plus montrer son travail. Quand la douleur est trop forte, très puissante, on n'ose pas montrer le travail. Donc, ce que j'ai convaincu Karim de me laisser éditer certains de ses œuvres qu'il a pondu à la même période. Donc, et c'est un voyage parallèle entre les dessins de Karim et les peintures. Presque une aventure initiatique, hein, parce que Dalila Hassain n'hésite pas à échanger sa fraise dentaire contre une plume pour nous offrir de nombreuses publications comme prélude à un cantique, l'écho de mon cri, écorché, arbre bleu, fantasme naufragé, sourd à l'appel de la nature, ou naufrage d'une destinée sans oublier bien sûr, fêlure du silence. Et cette fois-ci, vous savez quoi? Elle ne sera certainement pas silencieuse. Elle s'appelle Malia Saadi. Elle reprend l'un des plus beaux textes du cardinal d'Al-Hajj Mohamed Lanqa à 15h, bientôt 26. La transmission et le partage du cardinal de la chanson algérienne, bien sûr, Al-Hajj Mohamed Lanqa. Une poésie de Mostafa Toumi que nous avons eu le plaisir de recevoir ici, bien sûr, au Café de la Troie, repris ici par Malia Saadi. Subhanallah ya Latif au Café de la Troie à 15h, bientôt 33 minutes. À l'encre tatouée, accompagnement graphique de Karim Sergoua. Merci d'être avec nous au Café de la 3, 15h, bientôt 34. Bonjour Amar Maziani. On revient encore une fois à cette actualité, votre voyage en Espagne pour être dans cet échange, mais également dans ce dialogue interculturel. On a souvent parlé des dialogues de culture, et puis à un moment donné aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe dans le monde, en particulier en Palestine, on parle beaucoup plus d'un véritable éclatement, d'un véritable choc des cultures. Et le dialogue interculturel, c'est un peu votre cheval de bataille, votre fer de lance à Helium Édition. C'est pour faire... Parce qu'il faut que le monde s'apaise quelque part et reconnaisse un peu
reconnaissent tout le monde. Donc, le drame de la Palestine terrible, hein. a montré... C'est l'un des plus grands drames de ce siècle. Il a révélé cette impuissance et cette hypocrisie. Donc cette inhumanité, comment dire, l'inhumanité. Allez, inhumain, voilà, inhumanité. Inhumanité, voilà, c'est difficile. Comment ça? Et d'ailleurs, avec Bernaoui, Abdelkader Bernaoui, il vient juste de finir un travail sur Gaza, un travail poétique, dont on a fait une première édition d'un livre unique et qui sera, Inch'Allah, bientôt édité. Il y a 2 ouvrages de Abdelkader Bernaoui en vente chez les bons libraires. Non, celui que j'ai entre les mains, c'est Expression patriotique, parce qu'il a été au Maquis à l'âge de 14 ans. 14 ans. Voilà. Il a décrit d'une façon poétique, intimiste, tout à fait, son expérience dans le Maquis. Il nous parlait des rêves, de ses espérances et de la fleur de sa jeunesse. C'est un texte très humain, un texte très la naïveté de l'adolescence. Et de l'enfance confisquée et volée pendant les années de guerre. C'est des faits réels, donc c'est un témoignage réel de sa situation au Maquis, comment il a vécu le Maquis, comment... Et après, on a eu l'ouvrage avec lui, Circonstances de vie, où il raconte l'après-indépendance. Et puis, cette après-indépendance, on a fait le livre Au fil des jours changeants. C'est un peu un appel à l'amour familial et le vécu actuel, contemporain. Et le dernier, il parle de Raza. Voilà, donc dans cet ouvrage-là, dans sa troisième œuvre, hein, je le rappelle encore une fois, Au fil des jours changeants, ici, il nous donne un aperçu sur les ombres des faiblesses d'esprit et qui complète les impressions des premières éditions. Hein. Oui, c'est une quadrilogie. Exactement ça. Et si nous revenions cette fois-ci à l'auteur que vous êtes, mon cher Ammar Meziani, revenir principalement sur votre première édition à l'AFOMIC, je le rappelle encore une fois, c'était au début des années 80, en 81. Ça s'appelle l'Appel. C'est un appel à l'amitié. Oui, et à votre expérience, à votre passage à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, j'ai appris à me connaître, à connaître l'autre. À vous construire. Et cette construction nous permettait une amitié profonde et le don de soi. Apprendre le don de soi, c'est l'appel, c'est un peu un don de soi aux autres. Comment s'offrir pour mieux recevoir. Comment passe-t-on d'une poésie païenne à une poésie spirituelle, Ammar Meziani? Parce qu'aujourd'hui, réellement, vous êtes dans ce travail-là. Ouais. Après un passage obligé donc d'une poésie métaphorique et païenne, donc, où on commence à approcher les forces telluriques divines, oui, pour pouvoir s'apaiser. Après, il faut s'imprégner d'un purgatoire, s'imprégner de toute cette mythologie de la création cosmogonique et comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants d'une telle humanité. Oui. Et on s'apaise après, on va vers un voyage horizontal. Et le voyage horizontal... On est dans une forme également de verticalité, Ammar Meziani. On est dans l'horizontale païenne, je suis dans la... Ah, d'accord. Et après, on passe à la verticalité. En passant par la verticalité, il y a toute une poésie que... Toutes ces poésies, je n'ai pas encore éditées, elles sont dans... La poésie païenne et la poésie spirituelle. On est dans une forme de quête initiatique. C'est ça, c'est une quête d'apaisement. D'apaisement de l'âme. C'est une quête de l'apaisement de l'âme parce que tout est futile quelque part. Et pourtant, le constat du monde n'est pas serein. Ça n'est pas à vous... On n'est pas détendeur de l'économie mondiale. Ouais. Il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a des gens qui ont des intérêts autres que des intérêts humains. Donc, et là, on ne peut que constater. Et la poésie vous a apporté une forme de sérénité, de calme, d'équilibre et de dépassement de soi. Et pour revenir encore une fois au livre, aux échanges et au dialogue, ce sont 12 ouvrages que vous avez donc justement proposés au ministère de la Culture. Ah oui, dont on attend la réponse, sincèrement. On va dire à bon entendeur alors.
S'ils veulent, oui. Ouais. Parlez-moi surtout de poésie, c'est bientôt le mois béni du Ramadan, de l'approche poétique justement et de la sauvegarde de ce patrimoine immatériel qui est bien sûr la poésie contemporaine, chantée, actuelle, d'Adja, de Naïma Mahaïlia, qui est conteuse professionnelle. Oui. Et là, elle a un patrimoine familial très riche. C'est Nes El Fahs, donc le Nes de Bière, de Meliana. Tous ceux qui ont vécu dans la périphérie d'Alger. Donc Nes El Fahs, ils ont cette poésie, ils sont détenteurs de exactement, sa famille, et gardiens de cette poésie. D'un patrimoine immatériel extrêmement aussi important. Bien dans la Bourqala que dans le Med'a, que dans le Taqdam. Donc, ça, c'est le citadin par contre qui parle. Hein. Oui, oui. Oui. L'éditeur est le citadin. Et la poésie populaire qui est représentée par toute cette finesse de rhétorique et de métaphorique que sont la Bourqala, parce qu'il y a tellement de richesse, il y a tellement de vérité, il y a tellement d'aspiration de la famille, de la femme envers l'homme, de l'homme vers la femme. Et ça donne des tournures gracieuses ou disgracieuses qui donc on sauvegarde aujourd'hui cette mémoire. Et comment est-ce que vous expliquez que c'est un patrimoine aujourd'hui qui se meurt? Les nouvelles technologies, il a été repris, mais mal repris par aussi dans l'art de la Bourqala ou dans l'art du Taqdam. Ça a été vraiment très mal fait. Ouais. Il y a eu des essais rhétoriques sur des démarches, des essais sur la Bourqala, mais donner la parole à la Bourqala, c'était un ouvrage que je devais éditer en bilingue. Et pourquoi ne pas l'accompagner avec un CD, donc justement pour... C'est prévu. Ah, c'est prévu. C'est prévu, un CD. Très très bien. C'est prévu. Je l'ai laissé actuellement en langue algéroise, donc la Darja. La Darja. Peut-être que quand j'aurai la force où je trouverai l'auteur qui pourrait accompagner en traduction cette Bourqala, parce que c'est très difficile. Ouais. Il y a tellement de sous-entendus qu'on n'arrive pas à vraiment... Donc pour vous, la traduction, c'est une forme de trahison. Encore une fois, traduire, c'est trahir. Soit traduire mot à mot et ça devient illisible. Tout à fait, oui. Et incompréhensible. Soit interpréter, et déjà on est dans l'interprétation, on n'est pas dans l'esprit des gens qui disaient les bourqalettes, qui créaient ces bourqalettes. On fait juste qu'interpréter. J'ai donné à interpréter ces bourqalettes, mais le résultat n'est pas tellement digne de cette poésie. Et de vos attentes surtout. Hein. De vos attentes, Omar Meziani. Il faut que ce soit vraiment pointu, donc, et je ne sais pas si je ferai la traduction. Omar Meziani serait-il une vieille âme entre ses ouvrages, L'appel en 1981, ses différentes expériences en matière, plutôt en tant que commissaire d'exposition et aujourd'hui de passage au Café de la Troie en tant que directeur de Hélium, sans oublier bien sûr votre passage à la radio en étant chroniqueur dans l'émission, je le rappelle, Accès Libre avec... Avant, c'était Universalis. Exactement ça, avec Nariman Sadouni que nous saluons au passage. C'est une expérience vraiment intéressante. Vous êtes la preuve qu'une seule vie ne suffit pas, Omar Meziani. Si on me permet d'autres vies. Il y a toujours une vie beaucoup plus sereine, ne vous en faites pas. Vous qui êtes dans la spiritualité aujourd'hui, votre actualité, je le rappelle encore une fois, ce dialogue de poésie païenne et de poésie spirituelle. Qu'est-ce que vous gardez de votre passage, donc justement de ces expériences radiophoniques, mon cher ami? L'art de porter la parole dans sa justesse. Ouais. Savoir comment parler aux gens, savoir comment exprimer son idée, aussi bien une idée métaphysique qu'une idée concrète ou sociale, et trouver le mot nécessaire. La poésie m'a permis de trouver les raccourcis nécessaires, parler peu et aller directement dans le sujet. Des livres en partage aujourd'hui au Café de la Troie. On parlait bien sûr en première heure de ce maître incontesté et incontestable du Chabi, le Hajj Mohamed Lanka, avec ce bel ouvrage que nous sommes venus partager avec vous, le Hajj Mohamed Lanka, au Panthéon patrimonial de la chanson Chabi, publié aux éditions Enag. Pas moins de 400 pages à vous offrir et à partager avec vous ici aujourd'hui au Café de la Troie.
Les voyages initiatiques aujourd'hui au Café de la Troie. Voici le récit de notre voyage initiatique à Konya, fait en 2014. La découverte de la cité du soufisme universel fait prendre conscience que l'amour, l'amant et le sujet de l'amour sont un. Cet ouvrage de pérégrination intérieure dédié à la paix est un message d'espérance. Viens vers moi, qui que tu sois. Que tu sois croyant ou païen, viens. Que tu sois homme ou femme, viens. Que tu sois humain ou génie, viens. Bien sûr, une épitaphe de Rumi, je le rappelle encore une fois. Voilà un autre ouvrage que nous sommes venus vous offrir aujourd'hui, celui du docteur Salih Ali Hikmet, que nous aurons certainement le plaisir d'avoir ici au Café de la Troie. Il est de Tlemcen. Il est docteur en lettres, docteur en médecine. Exactement ça. Et là, il nous propose les 1001 jours de Konya. Ça, c'est le 3e livre. Donc, ouais. Après Sidi Boumediene, on a travaillé sur les quatrains de Jalaluddin Rumi. Après, sur le voyage culturel de Café Dr Sari. On est dans une forme de trilogie, hein, Malmziani. Plus que ça. Parce que on avait, après, il m'a proposé Diwan Cheikh Ben Yillis. On a fait en 2 versions, version arabe et version en français. Cheikh Ben Yillis, c'est le soufi de l'exil. C'est un soufi libérateur, donc, où on touche carrément la société humaine. En même temps, on est dans une spiritualité profonde. Et j'ai édité 2 livres avec Sari sur le même principe. Et on travaille sur les adages et dictants soufis actuellement. Et encore une fois, votre actualité livresque, celui de Jadeg Souma, nous en avions parlé tout à l'heure, les arts contemporains algériens, une réalité ou un simple exercice de style entre 1989 et 1999, une forme d'analyse avec un peu de distance, Ahmad Meziani, sur toutes les productions plastiques qui ont eu lieu pendant les années 90, les années de feu et les années de sang. Il y a eu cette résistance surtout, cette résistance des artistes. Tout à fait. Et qui se sont retrouvés dans une autre vision. Donc là, on était dans une certaine paix et certaine énergie créatrice. On se retrouve au banc des accusés et beaucoup d'artistes ont travaillé en faisant des ateliers, donc comme Karim Serkoua, comme Gasmi Mohamed, comme Marim El-Hara, avec Karim Abdelkarim Jilali, Hamid Kishad, qui ont fait des actions culturelles envers les enfants qui ont été touchés par le terrorisme. Et qui n'ont jamais quitté l'Algérie. Ouais. On n'est pas là en donnant de leçons, mais on dit qu'il faut rendre hommage à ceux qui sont restés. Et aux patriotes aussi, Karim a travaillé. Tout à fait. Hamid a travaillé beaucoup. Grand journaliste également, photographe, ayant un rapport très très profond avec le désert. Ouais. Kalimou était un... D'ailleurs, il y a eu un livre que j'aimerais beaucoup éditer, qui a été édité par l'Institut Cervantes sur les chercheurs du désert. Oui, tout à fait. C'est un voyage qu'il a fait avec mon ami Gasmi Mohamed. Ils sont partis, ils ont fait plus de 6000 km en allant vers les gens qui font un travail ingrat, et en plus un travail réconfortant pour eux. C'est les chercheurs du désert, donc les gens qui travaillent dans les déserts, dans les conditions vraiment difficiles, parce qu'il faut voir comment... J'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants à Tamadjert, avec des enseignants... Mais Hamid Keshad, qu'il repose en paix dans son émission Galougal, était réellement dans cette approche-là aujourd'hui. Dialoguer donc justement avec ceux qui n'ont pas de parole, délivrer la parole. Il était réellement dans ça, et surtout dans la protection de ce patrimoine dans la protection ancestral. Du patrimoine. Il a fait un travail immense avec Salih Al-Arab, ethnographique. Exactement. Et il a révélé certains chanteurs et chanteuses, certains génies également. Des talents, oui. Tout à fait. Lui, il m'a accompagné dans le travail que j'ai fait avec Canal Algérie à l'époque. Tout à fait. Le documentaire Wendet Temou. Il était auteur et réalisateur du documentaire. Tout à fait. Il a un peu suivi ma démarche sur le néolithique, toujours cette démarche de se rechercher, de se retrouver quelque part. La quête de soi. La quête de soi. Vous en parlez souvent, et la quête et la construction, qui est un chemin initiatique. On est fait pour ça. Exactement, pour retrouver la sérénité. C'est difficile de la retrouver parce que actuellement parce qu'il y a beaucoup de... On se sent diminué, on se sent incapable et menotté quelque part de ne pouvoir rien faire.
Ouais. Parce que en particulier à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, cet Occident qui nous parlait du printemps arabe, j'aimerais bien qu'il nous dise ce qui se passe en Afghanistan, en Iran et aujourd'hui en Palestine. Mais c'est bien, ça a démontré leur hypocrisie. Tout à fait, oui. Qui était dans une forme qui nous parlait de liberté, d'égalité, de fraternité, ben voilà. Ils étaient toujours dans l'idée colonialiste, donc nous dans l'idée du bon sauvage. Ouais. Et ils n'ont jamais quitté cet ethnocentrisme. Tout à fait. Et là, ils sont fadhou, comme ils disent. Eh ben justement, on parlait donc d'auteurs. Je vous rappelle que notre auteur, bien sûr, Yasmina Khadra, a reçu ce lundi 17 février, donc à Valence en Espagne. Il a reçu une nouvelle distinction qui s'ajoute à son large palmarès, notamment le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée. C'est une récompense qui distingue les auteurs les plus influents de la littérature contemporaine. Un grand bravo à notre auteur Yasmina Khadra, que nous aurons certainement le plaisir d'interviewer la semaine prochaine ici au Café de la Troie, avec entre autres un de vos auteurs, à savoir Ahmed Bejaoui, je le rappelle encore une fois. Le cinéma algérien, en combien de leçons? En 44 leçons. On s'est arrêté à 44 leçons. Et ce film-là qui vous a le plus marqué, qui a marqué le grand curieux que vous êtes du cinéma algérien, Omar Meziani? Il y a beaucoup, il y a eu tellement de Alors sur 44, on vous en demande 4 seulement. Les classiques algériens. Les classiques. Les classiques, juste la post-indépendance et après jusqu'aux années 80, il y a eu des monuments. Tout à fait, oui. L'âge d'or du cinéma algérien dont parlait Ahmed Bejaoui. On en a fait une exposition à travers les affiches, on a raconté un peu cet âge d'or. Mais la première expérience avec Bejaoui, c'était la société intellectuelle des années 70. C'est une exposition sur son film qui n'a pas abouti à Tlemcen, c'est Fidaïen. Exactement. Il avait pris Denis Martinez comme directeur artistique, comme acteur aussi. Donc, et on a raconté cette aventure. Sinon, il y a... Et vous accompagnez votre auteur à toutes ces ventes dédicaces, il faut également le dire. La dernière en date a eu lieu à l'Arbre à dire, bien sûr, des éditions Balzac. Et on espère en faire une autre à Dar es Salaam, si les choses se concrétisent. Il y aura aussi Tlemcen, Wahran. Et on essaie d'accompagner ces ventes dédicaces par un film classique. C'est Monsieur Cinéma, Ahmed Bejaoui. On n'oubliera jamais son émission devenue mythique Télé Ciné Club, bien sûr, à travers laquelle il nous a proposé un cinéma mondial et profondément humain, un terme qui revient très souvent dans vos discours. Et là, il revient sur la mémoire du cinéma algérien, donc il a une grande maîtrise de son travail. C'est le spécialiste du cinéma. Analytique et critique. Tout à fait, oui. Il ne va pas dans la critique destructive. Voilà. Il construit avec les gens. C'est un véritable chirurgien du cinéma algérien et mondial, universel. Tous les réalisateurs, il les a côtoyés, il les a connus, il les a accompagnés dans leurs projets. Et il les a reçus également. À travers cette émission. Et on a même pensé à lui pour une émission cinématographique à la radio. J'espère également qu'elle aura lieu. Et vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Le film qui vous a le plus marqué. Je ne dirais pas le classique Bataille d'Alger. Ça c'est presque commun. C'est une école. Lui-même, c'est une école. Tout à fait. La nuit à peur du soleil aussi, qui est un très bon film, mais c'est pas il n'est pas très connu par rapport mais ça reste un classique, bien sûr. Le Charbonnier. Le Charbonnier, c'est vrai. Avec cette influence du cinéma expressif. Tout à fait. Et les années 90, pendant ces années-là, il y a eu énormément de films, entre autres réalisés par des femmes, il faut également le dire. Et j'espère un jour rendre hommage à la famille Chouir, qu'ils ont travaillé. Tout à fait. Le père, la mère et le fils. Et la fille, pardon. La fille. Exactement. Ils ont fait vraiment, c'est un cinéma Rachida, il faut également rappeler, quel beau film, quel hommage, une ode à la femme algérienne qui a lutté à sa façon contre les forces du mal, les forces intégristes des années 90, un cinéma qui aujourd'hui est inscrit comme étant l'un des meilleurs des années 90, distingué avec je ne sais combien Il faut leur rendre hommage à cette famille. Exactement, et pas seulement. C'est des passionnés. Tout à fait. C'est des passionnés. Ils font leur travail dans la discrétion. C'est des gens qui ont touché à tous les métiers du cinéma. Donc,
à tous les métiers qui accompagnent le cinéma algérien. Vous savez, faire de la culture, c'est une passion qui nous nourrit. Je ne dirai pas cela, bien sûr, au grand curieux que vous êtes, et encore moins à celui qui vous donne rendez-vous tous les mercredis pour réviser vos classiques musicaux dans Radio Voral Collector, et tous les jeudis pour être auprès des intranquilles de la culture. Alors, quelques ouvrages à vous offrir. C'est en vente libre chez les bons libraires. Je vous conseille de venir non seulement pousser les portes du Café de la Troie, mais également pousser les portes de votre libraire, le bon libraire habituel, celui de Jawdet Gessouma, les arts contemporains algériens, une réalité ou un simple exercice de style, grand point d'interrogation entre 89 et 99, mais également réflexion sur le design de Zobir Hallel. Et puis au fil des jours, changeons, nous allons changer peut-être de style, cette fois-ci en retrouvant le maître le Hajj Mohamed Lanqa, rien que pour vous. Merci, parce que vous savez ce que me dit Karim Belkacemi, qui réalise aujourd'hui le Café de la Troie, Karim Amiti, l'Hammam, Taro. À la semaine prochaine. En fait, je vous retrouve samedi pour la grande opération, je le rappelle encore une fois, de reboisement entre 9h et midi.